Avez-vous quelques réactions sur ce qui se passe, à savoir cette canicule qui effectivement fatigue et rend la France un petit peu voilà défaillante. Qu'est-ce que vous avez à dire, cher général? La canicule, encore un enfumage. On va en parler. Voyez-vous, je suis ici, non pas pour parler de Pro-Patria, mais quand même, je suis président d'une association dont le nom est Pro-Patria Unis pour la France. Alors déjà, ça sent le soufre. Parce que pour la patrie, pour certains, c'est presque un gros mot. Eh bien oui, nous aimons notre France, nous aimons notre patrie. Et pourquoi je vous parle de ça? Je vais faire une remarque préliminaire. Dans les statuts qui sont accessibles sur YouTube, l'important, c'est l'article 2 qui donne l'objet social. Les premiers mots, je dis bien les premiers mots de nos statuts sont attachés à la vérité. Encore du soufre. Qu'est-ce que la vérité, disait Pilate? Oui, c'est très important parce que moi, je suis un soldat. Et à la retraite, bien sûr. Un soldat ne peut pas mentir, il ne peut pas se mentir parce qu'il engage sa vie. Ce n'est pas une banalité quand même. Hein. Il engage sa vie pour la France. Pas pour un ministre, ni pour un président, ni pour la République. Pour la France, j'insiste bien sur ce point. Mais si le soldat en plus est chef, qu'il soit caporal ou général d'armée, il a l'immense responsabilité d'engager aussi la vie de ses subordonnés. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de la gravité et de l'importance de cette responsabilité. Donc, on ne peut pas mentir. Un peu comme les paysans, hein. Quand il fait sec et qu'il manque d'eau, il ne peut pas dire le contraire. Voilà. Alors, si le soldat est en quête de vérité, et nous, à Pro-Patria, nous le sommes, nous savons bien que nous sommes dans un monde de requins et de menteurs. Les politiques, les médias de grand chemin, hein, largement subventionnés par nos impôts, n'arrêtent pas de nous raconter des balivernes. Actuellement, on nous parle de l'affaire de Thomas, ce petit garçon qui est mort dans la région de Narbonne. Alors, Louis. On voit bien qu'on nous raconte des coups. C'est Louis, cher. On nous raconte des coups. Hein, ce n'est pas une petite bagarre, une rixe ou une embrouille. Non, non. Il a été assassiné. Alors, voyez-vous, il y a des choses comme ça qui sont innombrables et qui apparaissent dans nos médias. Mais moi, je vais vous parler d'un cas très simple, un que je connais. En 2025, j'ai été rayé des cadres, j'ai été sanctionné, ainsi que mon camarade, le général Paul Pellizzari. L'agence France Presse a immédiatement diffusé un communiqué sans même prendre la peine de contacter une des deux personnes sanctionnées. Et elle a relié la sanction dont nous étions victimes à la signature de la lettre à nos gouvernants d'il y a 5 ans. Signature de la lettre ouverte qui avait reçu les signatures de 27 000 militaires à la retraite. Ce qui était tout simplement faux, puisque mon camarade Pellizzari n'a pas signé cette lettre. Alors, quand j'ai appris la chose via le grand média quotidien de la région dans laquelle j'habite, qui s'est contenté comme un perroquet de recopier ce qu'a dit l'agence France Presse, je me suis adressé à lui. J'ai fait un démenti et je lui ai dit ce qui s'était passé réellement, à savoir que nous n'avons pas été sanctionnés à cause de notre signature, mais parce que nous avions porté plainte contre 3 ministres, dont M. Lecornu, ministre des Armées de l'époque, qui avaient violé la loi. Ça ne pouvait pas plaire. C'est ça la réalité. D'ailleurs, ce qu'on nous a rapproché datait de 7 mois avant la convocation. Bon. Le grand quotidien, c'est Ouest France, je peux le citer, qui a écrit comme un perroquet ce que l'agence France Presse avait diffusé,
n'a absolument pas bronché. Il n'a pas réagi. Il n'a pas démenti. Et il continue à être subventionné par nos impôts. Voilà. Donc, les médias nous mentent au quotidien. Les politiques, on le sait. Les politiques, c'est leur métier. Un certain Charles Pasqua nous l'avait déjà enseigné, mais c'était un connaisseur en la matière. Voilà. Donc, nous sommes dans un monde de menteurs, de falsificateurs de l'histoire, mais à pro patria, nous sommes attachés à la liberté, et à la vérité, pardon, à la liberté aussi. Alors, quand on lit nos statuts, nous sommes sulfurants en permanence, parce qu'on se réfère à l'intérêt supérieur. L'intérêt supérieur de quoi? De qui? Pourquoi? L'intérêt supérieur de la France. Mais le drame, c'est que celui qui est à la tête de notre France se préoccupe assez peu de l'intérêt supérieur. Et malheureusement, il s'occupe plutôt d'intérêts qui sont contre le peuple. Car l'armée, que je soutiens bien sûr de toutes mes forces au travers de Pro-Patria, défend la France, défend la population. Elle ne défend pas un ministre, ni un président, ni la République, je n'ai que faire. Elle défend la France. Et moi, je continue de servir la France. Voilà. Alors, récemment, toujours dans le cadre de ce qu'on nous cache, du mensonge, je n'oublie pas la canicule, hein, alors, un général étoile, pas n'importe qui, ancien représentant de la France à l'OTAN, a diffusé une information qui est fort intéressante. C'est paru sur X il y a environ 3 semaines. C'est très simple. En 2017, Macron est candidat, les caisses sont vides. Il va en Algérie, à Alger. Il rencontre discrètement les 3 premiers oligarques algériens du camp de Bouteflika. Donc là, ça commence déjà à être délicat. Il y a également un dénommé Alexandre Djouhiri, l'homme du financement Sarkozy-Kadhafi. Tiens. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que on lui promet de l'aider à financer sa campagne, mais ce ne sera pas gratuit. Et bizarrement, le lendemain, M. Macron, candidat, déclare « La colonisation était un crime contre l'humanité ». C'est-à-dire que notre président est tenu, et on comprend très bien, c'est la conclusion du général, mais ça je l'avais compris déjà, parce que c'est évident, notre président est tenu. C'est pour ça qu'il fait allégeance à l'Algérie. Alors attention, il ne s'agit pas de se fâcher avec l'Algérie, au contraire, nous devrions avoir de bien meilleures relations avec l'Algérie, mais toujours dans la vérité, sans être obligé de faire allégeance comme le fait d'une façon redondante notre président. Honte à lui. Alors, revenons à la canicule. Il paraît que nous avons battu le record de température depuis des années-lumière, c'est-à-dire depuis que nous faisons des relevés de température. Ça fait quelques dizaines d'années, quoi, hein, plutôt un siècle ou deux. Oui, ben, si le record est battu, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas battu encore dans quelques temps. Mais de quoi s'agit-il? Que sommes-nous? Je n'ignore pas que certains souffrent de la canicule, on va y revenir. La Terre n'a pas attendu que l'homme se déclare pour tourner dans le sens qu'on lui connaît. Et tout ce que nous connaissons de l'histoire, pourvu encore que nous connaissions grand-chose, cet epsilon, c'est très peu de choses par rapport à l'histoire de la Terre, par rapport à l'histoire de la France, par rapport à l'histoire de la connaissance que nous avons de la communauté humaine. Je rappelle quand même, j'ai habité en région parisienne à Cergy-Pontoise. Je me souviens que dans les talus, il y avait des coquillages, témoins de ce que le bassin parisien, à une époque, a été sous les eaux.
Je rappelle que le Groenland, c'était une terre couverte de forêts. Le Sahara également, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que les choses bougent. La dérive des continents est une chose admise par tout le monde. Depuis l'origine, qui serait, la Pangée, cette espèce de marguerite, qui était en fait un continent unique sur la Terre. Bien des choses se sont passées. Alors, que représentent quelques dizaines d'années, voire 1 ou 2 siècles, au regard de ces évolutions de température? Ce qu'il y a, c'est que nous sommes très fragiles. Hein? Alors, aujourd'hui, on entend un peu tout n'importe quoi. Mais nous savons très peu de choses. Hein? Il y a eu un certain nombre de révélations qui sont en fait des moyens de nous enfumer, j'y insiste. La canicule, ça consiste à ce que la température soit un peu plus élevée que d'habitude. Alors, je m'amuse toujours d'entendre des présentateurs de météo qui disent par rapport aux normales saisonnières, mais il n'y a pas de normales saisonnières. Il y a des observations qu'on a pu faire pendant quelques dizaines d'années, mais qui représentent très peu de choses par rapport à l'histoire. Alors, la canicule, c'est quand même pénible pour nous. En cas de catastrophe, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit technologique, il y a ce qu'on appelle des plans. Les militaires connaissent bien ce qu'on appelle la planification. Il s'agit d'évaluer la menace et, au regard de cette menace, de mettre au point des mesures pour la contrer et pour sauver la population. Alors, les menaces civiles sont très nombreuses. Hein. Les raz-de-marée, les orages, les inondations, etc., etc., etc. Il y a des quantités. Il y a pour ça des plans de secours pour aider la population. Je me souviens de plans de secours lors de la période des marées noires, la crise des détonateurs qui s'était répandue sur des centaines de kilomètres de nos côtes, en particulier en Bretagne, etc., sur la canicule en 1976, dans ces eaux-là, etc. Il y a des plans. Mais qu'est-ce que c'est qu'un plan? Qu'est-ce que c'est que la planification? Eh bien, ce sont des mesures qui sont mises au point tranquillement, dans la sérénité, tant que la situation est calme et sans danger immédiat. Ça permet de mettre au point des mesures réfléchies. Alors évidemment, un plan, ça ne se passe jamais exactement comme on l'imaginait. C'est un peu comme un amour, vous savez. On ne sait pas forcément comment ça va se terminer. Mais oui, mais c'est comme ça. Et un plan, ça n'est qu'une main courante, ça n'est qu'une référence. Mais on sait bien qu'au regard de la conjoncture et des choses qu'on n'avait pas pu appréhender, parce qu'on ne peut pas tout prévoir, il y aura des amendements à faire à ce plan. Hein. Alors, je vais vous donner un exemple. Il faut être concret. La canicule n'est pas encore là, mais à titre préventif, rappelez-vous l'affaire du Covid. Ça, c'est du concret. Il y avait des plans en matière sanitaire. Et en cas de pandémie, les 2 mesures phares qui étaient connues étaient d'une part de mettre les médecins de ville en première ligne et deuxièmement, surtout, de ne pas vacciner parce qu'on ne vaccine pas en cas de pandémie. Alors, le mot pandémie avait été choisi par rapport au mot épidémie. On le sait très bien, de manière à faire peur à la population, ce qui a bien marché. Quelles ont été les 2 premières mesures qu'ont pris nos dirigeants de l'époque? Eh bien, ils ont écarté les médecins de ville et ils sont partis en marche forcée vers la vaccination. C'est-à-dire que ce qui avait été envisagé dans la sérénité avant cet épisode a été pris à l'envers. En plus, notre président, je ne sais pas ce qu'il avait à cacher, il a inventé un concept de conseil de défense sanitaire.
attendez, est-ce qu'on a besoin de classer secret défense ce qui touche à notre santé? Moi, je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de ma santé. J'ai simplement besoin qu'on ne me gêne pas et qu'on ne me rende pas malade, parce que je ne suis pas vacciné. Quand je dis vacciné, contre le Covid, qui a été, c'est un avis que je partage avec moi-même, la plus grande arnaque de l'histoire de l'humanité, puisqu'on a injecté des gens, des milliards d'individus, non seulement sans leur consentement éclairé, mais sans leur consentement tout court. Donc, en cachette, notre président a mis à gérer des mesures. Alors, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais souvenez-vous, je n'ai jamais vu autant de personnes passer devant chez moi, je suis en pleine campagne, parce que nous avions fait signer une autorisation de sortie dans un périmètre dans un rayon de 1 km autour de notre domicile. Mais pourquoi? Avec le masque, bien sûr. Hein. Mais je me souviens que dans la forêt, il y a un peu de bois de côté de chez moi, Pleurtuil, en Bretagne. Je promenais mon petit-fils en pleine forêt. J'étais sur le côté d'un chemin et en face, je vois deux personnes âgées, plus jeunes que moi, mais âgées quand même, qui se promenaient à 50 mètres l'un de l'autre avec le masque. Alors je les salue et je leur dis, mais pourquoi vous mettez le masque? On ne sait jamais, me dit le brave homme. J'ai vu la même chose en haut des falaises qui surplombent la mer. La Côte des Morades est magnifique, hein, en plein vent. Des gens qui avaient le masque. Bon, c'est n'importe quoi. Les gens ont fait ce qu'on leur dit de faire. Hein. Mais ça a été une catastrophe permanente, cette affaire. Alors, les premières figures, qui étaient Mme Buzyn, M. Véran, notre président, et puis bien d'autres, ont fait mourir des milliers et des dizaines de milliers de personnes. Voilà. Donc, la planification sanitaire n'a pas été respectée et au contraire, les mesures qui ont été prises ont été dramatiques pour la population française. Alors maintenant, parlons de la canicule. Aujourd'hui, il y a un tas de gens qui s'expriment sur le sujet. J'imagine bien que pour la canicule, comme pour les autres catastrophes qui peuvent nous arriver, il y a des plans, il y a une planification. Toutes les années, il fait chaud. Tous les hivers, il fait froid, etc. Eh bien, il y a quelques jours, le Premier ministre a réuni 14 ministres, d'après ce que j'ai entendu, le tiers du gouvernement, pour réfléchir aux mesures à prendre en cas de canicule, qui nous tombait sur la figure. Mais de qui se moque-t-on? J'imagine que chaque ministre a déjà dans ses armoires, si je puis dire, les mesures à prendre en cas de canicule, en particulier le ministre de la Santé. Pour moi, c'est de l'enfumage. Parce que pendant ce temps-là, eh bien, on occulte les vrais problèmes. Alors, je n'ignore pas, je sais très bien qu'il y a des gens qui souffrent énormément de la canicule, hein, dans les passoires thermiques, etc. Les gens qui habitent dans des endroits qui sont dans des tours. En général, au lieu de passoires thermiques, ils ont inventé maintenant les bouilloires. Oui. Voilà. Ils inventent des expressions. C'est gravissime. Mais alors, j'ai le tort de n'être abonné à aucun média de grand chemin au quotidien, en particulier celui de ma région. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais j'écoute quand même les informations et j'ai entendu par exemple M. Léniel, qui est le vice-président de l'Association des maires de France, qui parlait de ce qu'on appelle, je crois, le plan vert. Parce que le plan vert, bon, c'est très écolo, hein, peut-être un peu escrolo, mais c'est un autre sujet. Il disait que depuis ces dernières années, les dotations attribuées par le plan vert aux collectivités territoriales avaient diminué des 3/4. C'est-à-dire que au fur et à mesure que nous lessive le cerveau
sur le réchauffement climatique. D'ailleurs, quand il y a trop de pluie, on nous parle des dérèglements climatiques. Là encore, la Terre tourne depuis longtemps. Eh bien, au fur et à mesure que nous parle du réchauffement climatique, eh bien, on diminue les dotations pour le contrer. Mais, M. Coquerel, bien connu, qui est le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, entre autres, du parti La France Insoumise. Ouais. Je ne pense pas qu'il soit tout à fait dans la même sensibilité que M. Léniel. Et M. Coquerel dit la même chose. Bon, je passe sur les chiffres. Il dit qu'on a diminué les dotations et, une fois de plus, ce sont nos gouvernants qui sont responsables d'un certain nombre de maux, de conséquences dont, normalement, il avait réfléchi à comment prévenir ces conséquences. Dans cette affaire de canicule, c'est de l'enfumage, une fois de plus. Voilà. Et je suis vraiment très remonté contre ça parce que c'est insupportable. J'entendais également le témoignage d'une femme médecin, je ne sais plus dans quelle région, qui était de garde le week-end dernier, et qui expliquait ce qui se passe dans les hôpitaux. Hein. Par exemple, des perfusions avec une couverture humide sur la fenêtre pour préserver la canicule, etc., etc. Le scandale absolu. Je rappelle quand même qu'en matière d'hôpital, je ne sais pas d'ailleurs quelles sont les catégories en France qui sont satisfaites de la manière dont la France est gouvernée. Je rappelle une anecdote. Au début du deuxième mandat de notre actuel président, il est allé visiter un hôpital à Cherbourg. À la fin de la visite, il a demandé, pour la fin du mois en cours, un rapport flash sur l'état de l'hôpital en France. Ça, c'était au début du deuxième quinquennat. Hein. Mais il semblait avoir oublié la gestion de la crise Covid qui avait largement fait parler l'hôpital. Attendez, ouais. On nous prend pour des billes. Vous voyez, les billes, c'est quelque chose qui roule, hein, on aura de la farine. Non, mais c'est absolument scandaleux. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui a progressé dans l'hôpital? Est-ce que les soignants sont satisfaits? Ils ne sont pas assez nombreux. Ils n'ont pas les moyens qui conviennent, etc., etc. Quels sont, au-delà de cet aspect santé et l'aspect hôpital, quelles sont les catégories qui, en France, sont satisfaites de leur sort? Mais il suffit de regarder les chiffres qui montrent ce qui soutiennent encore notre président. Mais on en parlera peut-être, même certainement très bientôt. Il se croit tout permis et il se permet tout. Tout ça est insupportable. Voilà. Alors, après, on peut parler de bien d'autres choses, mais cette canicule, pour moi, est un drame pour certains. Ceux que nous gouvernent s'en fichent complètement, parce que pour ceux qui nous gouvernent, la valeur de l'être humain n'est pas plus grande que celle de leurs photos. Je me souviens, il y a quelque temps, là, la numéro 3 si le président est indisponible, c'est le président du Sénat qui le remplace. Le numéro 3, c'est la présidente de l'Assemblée nationale. Il y a quelque temps, la présidente de l'Assemblée nationale était interpellée par un journaliste qui évoquait la possibilité d'une commission d'enquête sur l'affaire Epstein. Oh là là, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? Alors, notre présidente a été offusquée par ça et a expliqué que nos députés travaillaient très dur, qu'ils avaient beaucoup de choses à faire. C'est d'ailleurs le moment où était débattue à l'Assemblée la pertinence pour le 1er mai, que les boulangers-pâtissiers, les fleuristes travaillent. Ah, c'est important. Je ne nie pas l'importance de la chose pour les concernés, mais au regard de ces discussions, les députés n'avaient pas le temps de s'occuper de l'affaire Epstein. Et bizarrement, après l'affaire de Iliana et un certain nombre de crimes, je dis bien, d'assassinats, eh bien la présidente s'est retrouvée en première ligne pour proposer une nouvelle loi, etc. Donc, elle ne fait pas le rapport ou le rapprochement entre l'affaire Epstein, dont elle évite de parler en France quand même, parce que trop de personnalités seraient touchées. Mais
ça n'est pas fini, cette affaire. Elle ne fait pas le rapprochement entre ça et tous ces crimes organisés. Hein. Ça sera la pédocriminalité, quand même. On en parle. Et on en parle de plus en plus. Et on en parlera de plus en plus, parce qu'il y a des gens qui auront des comptes à rendre. Eh bien, notre présidente, toute entebue, ne fait pas le rapport et, d'un revers de main, évacue l'affaire ou la pertinence d'une commission d'enquête sur l'affaire Epstein. Honte à elle, qui, pardonnez-moi d'enfoncer le clou, j'ai déjà parlé de ça, elle n'est pas gênée d'avoir, dans les rangs de l'Assemblée, un ancien président de la République qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la part de la Russie, parce qu'il a déclaré, en tant que président quand même, hein, comme Mme Merkel, la chancelière allemande, qu'il n'avait pas eu l'intention de faire respecter les accords de Minsk. Ça, c'est notre sujet, dont on pourra débattre une autre fois, mais sur la guerre en Ukraine. Donc, cette guerre a été voulue. Et ce président, il est toujours à l'Assemblée nationale, et on dit qu'il se prépare. Parce que, cher Lara, on parle souvent de l'exception française. Il y a une exception française, c'est quand on ne change pas les équipes qui perdent. La preuve, c'est que l'actuel Premier ministre, hein, c'est la provocation. La provocation. Il est macronote depuis le début. Alors là, ce que je dis, c'est la vérité. Il y a eu une instabilité ministérielle, on le connaît, en 2025, et on allait au troisième gouvernement, le Cornu. Pas deux, trois. Il y en a qui a duré une journée. Vous savez, quand notre ancien ministre de la Finance est revenu une journée, ce qui... C'est lui qui avait déclaré la guerre totale à la Russie. Bon. Et il est reparti en Suisse, peut-être écrire un nouveau bouquin, j'en sais rien. Oui. Bon, voilà. Ouais, il a écrit. Donc, on ne change pas les équipes qui perdent. Et, alors là, je vais être peut-être un peu dur, mais je le dis clairement, tous les ministres, je dis bien tous, qui ont servi sous l'actuel président, ont été complices et sont co-responsables de la situation de la France aujourd'hui. Et un jour, qu'ils se rapprochent à grands pas, ils auront des comptes à rendre. Parce que les Français, là, ces Gaulois réfractaires, moi je trouve qu'ils sont très dociles, ils ne sont pas réfractaires du tout. Mais d'ailleurs, je suis très surpris, je ne souhaite de mal à personne, hein, que notre président ait été la cible pour un œuf dur qui a été lancé contre lui, ou une baffe, mais qu'il ne soit pas arrivé de plus graves incidents, si vous voulez. Hein. Bon, les Français sont très dociles, mais malheureusement, quand je dis malheureusement, c'est dramatique ce que je dis là. La France est encore trop bien lotie. Elle n'est pas encore au fond du trou. Et les Français en ont mis. Alors, par la chaleur sans doute, mais par leur bien-être au quotidien. Les réfrigérateurs sont encore bien remplis. Ils ont de quoi manger, pas tous. Il y en a qui se suicident. Des entreprises qui ferment leurs portes. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Mais globalement, la France se porte pas mal. Je pense que ça risque de ne pas durer. Et je pense que la récréation va bientôt se terminer. Voilà. Général, j'aimerais vous faire réagir sur deux éléments. Déjà, le premier, lorsqu'on parle de cette, pour revenir à la canicule, on se rappelle l'épisode de 2003 et suite à cet épisode de 2003, on a demandé à ce qu'il y ait une journée de solidarité, que les Français travaillent et qui contribuent. Donc, cette journée de solidarité, au bas mot, elle a rapporté pas loin de 40 milliards d'euros. Qui n'ont pas été déployés, semble-t-il, pour justement pallier à une possibilité qu'un jour de canicule arrive. Donc, encore une fois, une incurie. Depuis près d'un quart de siècle, on avait quand même de l'argent destiné pour pouvoir faire face en cas de justement de ce genre de phénomène exceptionnel, mais qui arrive tous les quarts de siècle finalement. Il me semble, peut-être que ma mémoire est bonne, il me semble que c'est M. Raffarin. Oui. Alors, c'est ça, hein? Oui.
Et vous savez, l'argent coule à flot. Le problème, c'est qu'il n'est pas orienté dans la bonne direction. Alors, aux Français, on demande toujours plus. C'est-à-dire qu'on leur prend toujours plus. Au bénéfice de certains, parce qu'aujourd'hui, Lara, ceux qui parlent de la canicule et un certain nombre de responsables le font du fond de leur bureau climatisé, hein, sous les ordres de la République, grassement payé par elle. Voilà. Alors, l'argent, on ne sait pas trop où il va, mais il coule à flot. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué le plan vert, mais il y a beaucoup d'exemples de ce type. Il n'empêche que là où on en aurait besoin, hein, pour aider les agriculteurs réellement et ne pas les assassiner avec l'histoire de Mercosur et compagnie, hein, pour peut-être lutter contre la canicule avec les histoires d'isolation. Alors, il y en a qui parlent de climatiser. Bon, aux États-Unis, il paraît qu'il y a les trois quarts des maisons qui sont climatisées. Bon, je ne sais pas si c'est nécessaire. Pour moi, je ne pense pas, parce qu'on devient de plus en plus fragile aussi. Bon, donc l'argent, il disparaît, et il serait bon que de temps en temps, on nous rende des comptes. Alors là, la Cour des comptes, qui est maintenant sous la houlette d'une femme lige de M. Macron, il faut dire les choses. La Cour des comptes dénonce beaucoup de choses. Elle n'a pas de pouvoir, comment dirais-je, même incitatoire. Elle ne fait que révéler des choses. Elle ferait bien de se pencher sur que devient notre argent. Il y a une commission qui a évoqué ce qui se passe dans les médias avec M. Aloncle, là, qui n'a pas plu à beaucoup. Hein. Mais là, je crois qu'il faudra aussi aller plus loin. Là aussi, il y a de l'argent qui s'est perdu. Pas pour tout le monde. Lorsque vous dites c'est évident, je suis désolé, mais c'est un scandale quasi quotidien de ce que le peuple français qui regarde la Constitution est souverain est grugé par ceux qui nous gouvernent. Et ça, c'est la vérité. Hein. Et je ne m'exprime pas en tant que président de Pro-Patria dans ce que je dis là, mais je le dis quand même parce que c'est vérifiable pourvu qu'on se donne les moyens de vérifier. Donc, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, il y avait une canicule, moi j'ai vécu celle de 75-76 dans ces eaux-là, il y avait une opération dite paille. Là, l'armée avait aidé, parce que les agriculteurs n'avaient plus de quoi nourrir leurs animaux. Eh bien, l'armée avait transporté de la paille, etc. L'armée est là pour aider la population. Hein. D'ailleurs, souvenez-vous, encore un petit exemple assez cocasse, il était risible et dramatique. Pendant la crise Covid, l'armée a déployé un hôpital de campagne qu'elle a envoyé par la voie aérienne depuis le nord-est de la France vers la région de Bordeaux, je crois. Qu'est-ce que ça représentait en matière de capacité d'accueil des gens qui auraient dû être hospitalisés? Qu'est-ce que ça représentait? Ça a au moins fait une chose, ça a eu un aspect positif, à savoir que ça a permis un exercice au service de santé. C'était encore une fois de l'enfumage, de la com, de la communication. Mais ce n'est pas avec ça qu'on règle les problèmes des Français. Est-ce que les enseignants sont satisfaits? Non. Les agriculteurs? Non. Enfin, est-ce qu'il y a une catégorie de Français qui est satisfaite de la situation aujourd'hui? Alors, actuellement, on commence à battre le pavé pour les élections. On nous ressort les mêmes. Hein, et je ne veux pas citer de nom, je ne veux pas en faire de publicité, mais on occulte des gens qui sont souverainistes, au sens large du terme. Qu'est-ce que c'est qu'être souverain? C'est avoir la capacité de décider de ce qui nous convient. Je donne un exemple très concret. Nous ne sommes pas autonomes en matière d'énergie. Nous sommes obligés d'importer du gaz et du pétrole. Mais nous ne sommes pas non plus souverains, puisque à partir de l'opération spéciale, d'ailleurs la guerre en Ukraine, les Américains, les États-Unis, comme dit le général Roure, qui s'exprime très bien sur le sujet, ils ont dit, terminé, vous n'achetez plus de gaz ou du pétrole russe, on va vous vendre du gaz
est fait de schiste, beaucoup plus cher. Donc, nous ne sommes pas souverains, car nous n'avons pas la capacité de choisir notre fournisseur. On ne peut pas être indépendant, autonome en tout, mais on n'a même pas la capacité de choisir notre fournisseur. Voilà. Donc, il s'agit qu'on redevienne souverain. Alors, maintenant, on nous parle de souveraineté. Souveraineté alimentaire. J'ai le chat qui vous demande quelle est votre, disons, opinion sur le Frexit. Et puis, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, j'aimerais une petite réaction, mon cher général, au sujet du 14 juillet, parce que vous venez de dire que l'armée, elle a toujours été là pour le peuple. Je sais que vous allez avoir une émission avec Nicolas Stocker à ce sujet, mais une petite réaction et peut-être un petit teasing sur cette émission que vous allez faire avec Nicolas lundi soir, il me semble, ou mardi soir. Enfin, alors, la semaine votre premier point, c'est alors, le Frexit. Ah, oui, alors, bizarrement, dans les candidats à la présidentielle, on oublie de citer des gens qui sont grugés à chaque fois. Alors, moi, je prends parti pour personne. Les partis, d'ailleurs, je n'y crois plus. Alors, il y a Asselineau, il y a Dupont-Aignan, M. Dupont-Aignan, il y a M. Florent Polipo, il y en a d'autres, etc., etc. Bon, eh bien, je vais vous dire, je ne pensais pas que vous alliez me poser cette question. Regardez bien ce livre. Nos vrais maîtres. Un livre qui est sorti de Ghislain Benassa. Le sous-titre de ce livre, Histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'UE. Et là, Frexit ou pas Frexit, c'est une question qui est presque secondaire pour moi. Dans ce livre, pour faire court, il explique que l'Union européenne a été fondée, sous l'aide des Américains, bien entendu, par un ramassis de nazis, de fascistes et de gens qui avaient fait carrière pendant l'époque de Vichy. Il y a un dénommé M. Lagrange qui a une petite admonestation, un blâme, il fallait quand même marquer le coup, hein, mais qui était aux premières loges. Ce sont eux qui ont lancé l'Union européenne. Cette Union européenne dont on nous a promis monts et merveilles, qui n'a pas empêché qu'il y ait la guerre, qui n'a pas empêché notre dette, qui n'a pas empêché qu'on soit un quasi-protectorat américain. Alors, il est bien évident qu'il y a deux options. Il y en a qui préconisent le Frexit. Personnellement, je suis dans un mouvement qui ne préconise pas cette option, mais qui préconise de présider le comité de destruction de l'Union européenne. Il faut qu'on se débarrasse de cette institution qui aujourd'hui est aux mains des descendants de ceux qui l'ont lancée. Hein? Madame Ursula von der Leyen, condamnée et reconduite dans ses fonctions le lendemain. Ce sont eux qui nous mènent à la catastrophe. Bon, donc il faut qu'on se débarrasse de cette institution. Et il y a des solutions plus radicales que le seul Frexit. Mais cette solution ou ces solutions, le pouvoir les connaît. Il les connaît parce qu'on leur a fait savoir. Hein, on ne peut plus continuer comme ça. On connaît les ambitions européistes de M. Macron. Et j'en viens directement au 14 juillet, dont on reparlera plus abondamment avec Nicolas. Attendez. Parce que cette armée française qui devrait être mise à l'honneur le 14 juillet, oui. Un seul jour par an, on doit se rappeler ce qu'on doit à l'armée française, on va le dédier à autre chose. Alors, bon, en fait, l'émission se termine tout à l'heure, hein, c'est pas demain matin. Il y a trop à dire. Bon, les Ukrainiens, la patrouille de France est sur les Champs-Élysées. Actuellement, ça renacle tellement que le président est en train de rétropédaler. Et il a compris que c'était quand même, il est allé un peu loin. Mais c'est une honte. Il y en a qui sont exprimés sur le sujet, on en reparlera. Très bien d'ailleurs, le 14 juillet, ce n'est pas une fête européenne, ce n'est pas une fête internationale, ce n'est pas une fête pour faire plaisir à des copains. Et là, on voit tout simplement, pour faire court, hein, on voit tout simplement la main
d'un président ambitieux au regard de l'Europe, de l'Union européenne. Il se rêve en tant que président de l'Union européenne, voire plus. Et donc, qui fait tout pour satisfaire ses amis. Il invite... mais on sait très bien que de toute façon, l'Union européenne va disparaître. Je pense qu'elle va tomber tout seule. Hein. On va l'aider un petit peu quand même. Hein. La guerre en Ukraine va s'arrêter. Hein. Là, on pourra en parler aussi. Voilà. Donc, le 14 juillet, c'est honteux. Et un certain nombre de personnes appellent à des réactions. Il y a déjà eu. Moi, je n'appelle pas à l'insurrection. Je n'appelle pas à la désobéissance. J'appelle à la loyauté au peuple français. Car l'armée française, elle défend le peuple français. Elle ne défend pas le président. Et il est honteux que le président se serve de son armée dont il est chef pour aller dans le sens de ses ambitions personnelles. Voilà tout ce que je peux en dire aujourd'hui. Mais je vous recommande vraiment cette... je précise pour le chat, c'est votre livre. Voilà, c'est un livre que vous avez découvert. Général, il y a un petit clin d'œil peut-être avec le 14 juillet. Il y en a à qui ça n'a pas porté chance. Hein. On a quand même mis à l'honneur Kadhafi. On sait ce qui est advenu de Kadhafi. On a mis à l'honneur un 14 juillet Bachar el-Assad. On sait aussi le sort qu'on lui a réservé à la tête de la Syrie. Donc Zelensky, à mon avis, devrait tenir compte de la malchance que porte en fait cette mise à l'honneur le 14 juillet pour un dirigeant étranger. Mais il sait déjà que sa durée de vie à la tête du pays est... D'ailleurs, il était légitime, hein, parce qu'il n'a pas été élu. Vous avez parlé de Bachar el-Assad. Tant pis pour vous. Lorsqu'il a été détrôné par les Américains, je me souviens, lorsque j'étais étudiant, il y a fort longtemps, on m'expliquait qu'en Irak, à Mossoul et Kirkouk, il y avait du pétrole en abondance. Lorsque Bachar el-Assad a été détrôné, les Américains pompaient toujours le pétrole irakien. Et ils sont toujours. Ils sont toujours. Donc ce pétrole ne bénéficiait pas au peuple irakien, mais aux Américains. Mais à l'époque... De Saddam Hussein, vous parlez. Saddam Hussein, Irak. Vous avez dit Bachar el-Assad. Oui, Bachar el-Assad, pardon. Bon, notre ministre des Affaires étrangères était dans la région là-bas. Et il invitait toutes les factions, tous les mouvements qui ont pris la tête du pays à s'unir. En même temps, il allait faire la leçon à un pays étranger. En même temps, sur la formule consacrée, notre président, je ne sais pas s'il y avait une échéance électorale, écartait de l'arc républicain le Rassemblement national et la France insoumise, qui sont quand même deux partis qui représentent un grand nombre de Français. Donc, leçon de démocratie à l'extérieur et en même temps, on fait le contraire chez nous. Lui qui devrait réunir, rassembler la population, n'a de cesse de la fractionner, de la diviser, parce que diviser pour régner. Donc, M. Zelensky, l'Ukraine est un des pays les plus corrompus de la planète, en Europe. Trafic d'êtres humains, etc., d'organes, les biolabs, on le sait tout ça. On ne le dit pas. Mais on le sait, l'Ukraine est en piteuse situation actuellement. Hein. Ça va s'effondrer. Donc, M. Zelensky, effectivement, on le porte à bout de bras, mais ça ne va pas durer. Et il n'est pas le seul. Le Premier ministre britannique a démissionné. L'Allemand est toujours là. Je ne sais pas s'il sera invité cette année à aller passer quelques jours à Brégançon avec le président et M. Jacques Lang, comme l'année dernière. Je ne sais pas, hein, peut-être. En tout cas, un certain nombre de politiciens européens et européistes sont à la peine, y compris notre président. Alors, on ne sait pas s'il y aura une élection présidentielle. Qu'est-ce que ça va changer? Vous avez un doute?
Non, j'ai beaucoup de doutes, pas un, plusieurs. Je ne suis pas le seul. Non, non, mais tout ça, c'est une farce permanente. On nous parle de démocratie, on est tous sauf une démocratie. Bon, non, il y aurait trop de choses à dire. Donc, M. Zelensky, il ne va pas durer longtemps. L'Ukraine, ça va se terminer. D'ailleurs, le président américain, on voit bien qu'il fait tout pour essayer de se sortir de ce guettier, hein, parce que lui, il n'a pas voulu. D'ailleurs, bon, ça me fait penser à la guerre, hein, entre Israël, les États-Unis et puis l'Iran. Là encore, c'est l'enfumage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois que M. Trump ouvre la bouche, le cours du baril de pétrole monte ou descend. Ou descend. Et il y en a qui engrangent. L'argent n'a pas d'odeur. Et pendant ce temps-là, il y en a qui souffrent, dont nous. Hein. Bon, tout ça, c'est une vaste, c'est pas une plaisanterie, c'est un drame pour beaucoup de personnes. Mais ça va cesser, ça va cesser. Bah, écoutez, je vous remercie, mon cher général André Cousteau. Avez-vous un mot de conclusion et peut-être des actualités à partager avec nous pour vous aider, pour vous suivre, pour vous rencontrer? Ah, alors, la résistance est un droit constitutionnel. La résistance à l'oppression, hein, j'entends bien, pas avec les armes, hein, on n'est pas là. J'engage tous qui nous écoutent, tous les amis de la France. Ceux qui ne sont pas amis de la France, ils peuvent aller ailleurs, hein, on ne leur tient pas. Les engage à ne pas baisser les bras, à s'engager dans la résistance. Parce que les choses vont évoluer très prochainement et rapidement. Donc, ne vous désespérez pas. C'est pas moi qui veux sauver la France, attention, hein. Je suis un modeste brigadier de province, hein, parce que j'ai dit la vérité, on m'a sanctionné. Donc, ne désespérez pas. Vraiment, ceux qui veulent me rejoindre, il y en a beaucoup qui viennent me voir, mais mon pouvoir est très limité. Alors, tiens, le mot de la fin. Je suis allé voir le film La bataille de Gaulle. Bon, on me l'avait recommandé. J'y suis allé. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Mais, pour moi, c'est un outil pédagogique exceptionnel. J'engage tout le monde à aller le voir. D'ailleurs, j'irai voir la deuxième mouture qui va sortir fin juin, début juillet. Pourquoi? De Gaulle, en France, il était seul face aux Français. À Londres, il était seul face aux Français qui étaient au Royaume-Uni. Il était seul face aux Britanniques. Il était seul face à Churchill. Il était seul aussi face à une bonne partie de l'armée. Il était seul face aux Américains. Eh bien, il a tenu, on le prenait pour un rigolo, pour un clown, pour un fou. Il a tenu et il a gagné. Et ça, je crois que c'était à retenir. Les amis de la France, ne vous laissez pas enfumer. Allez voir les informations aux bonnes sources. Détournez-vous des médias des grands chemins qui nous lavent le cerveau en permanence. Courage, nous vaincrons. Parce que nous sommes les plus forts. C'était le slogan au regard de l'empire que la France avait encore à l'extérieur de la métropole. Voilà. Donc, ce que je peux dire, oui, courage, ne vous démobilisez pas, nous allons gagner. Et c'est pour ça que je continue le combat. Parce que les amis, j'ai 81 balais, j'aspire à une vraie retraite, mais je n'y arrive pas. Parce que je n'arrive pas à accepter la manière dont la France est traitée aujourd'hui. C'est plus de délitement, c'est la destruction. Alors, on continue le combat.